Mesdames et messieurs, bienvenue à une édition spéciale de la Code-Team Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Cette semaine, on ne le fait pas le jeudi soir, j'ai été en vacances malheureusement et je n'ai pas pu faire le stream, mais je tenais quand même à faire une petite vidéo pour couvrir quelques sujets ou quelques nouvelles qui sont passés cette semaine pour ne pas les laisser tomber en deux chaises. Comme à l'habitude, pour les prochaines éditions, n'hésitez pas à nous envoyer justement les nouvelles que vous voyez passer ou à les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports, sur n'importe quel des médias sociaux. Donc, cette fois-ci, vous m'avez moi, Mille, cofondateur et VP de développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique, tout seul pour vous apporter 4 sujets que j'ai quand même voulu souligner cette semaine et que je trouvais assez intéressantes. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement pour vous. Le premier sujet, c'est nos amis chez Bell. Donc, il y a Alpha One qui se qualifie pour les finales du Bell Esports Challenge à Toronto. Bell, bien entendu, comme on a discuté sur les podcasts précédents, il organise une série de tournois virtuels organisés dans le but de rassembler les équipes et les joueurs canadiens dans certains jeux, avec plus de 30 000 $ en prix. Donc, les jeux en question sont Valorant, Call of Duty et Rocket League. Les finales de ces séries de tournois-là auront lieu en personne lors du Fan Expo 2022 à Toronto du 25 au 28 août. Et on a vu la semaine dernière Cobain, ou l'équipe québécoise de Cobain, Snowf et Tokyo se qualifier au final de Rocket League. Et cette semaine, c'est l'équipe de Alpha One qui se qualifie au final de Valorant, donc une autre équipe québécoise, bien entendu. C'est Taze, Falax, Pelt, Toskri, Osu et Styx qui font partie de cette équipe-là. Se sont qualifiés aux côtés de Grass Eaters dans un bracket de 39 équipes. Donc, selon moi, un peu décevant en termes de nombre d'équipes, mais bon, c'est quand même restreint au Canada, donc 39 équipes, peut-être pas si mauvais. Il y a un prix de 13 000 $, au total des prix de 13 000 $ pour le tournoi de Valorant. Et c'est 4 équipes qui vont se qualifier en finale. Donc, un autre qualifier qui aura lieu le 6 août prochain, avec 2 autres équipes qui vont se qualifier, bien entendu. Il y a déjà une 60aine d'équipes qui s'est inscrite à ce deuxième tournoi-là, mais c'était un peu le cas pour le premier qualifier aussi, avec juste 39 équipes qui ont check-in à la fin et qui étaient éligibles à jouer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des équipes qui ne sont pas canadiennes qui s'inscrivent puis à la dernière minute ne sont pas éligibles. Dans tous les cas, gros félicitations à Alpha One. Très, très cool de voir qu'à Rocket League et à Valorant, déjà une équipe sur 2 est québécoise. Et j'espère que ça va être le cas pour le deuxième qualifier et pour le tournoi de Call of Duty qui s'en vient prochainement aussi. La deuxième nouvelle que je voulais couvrir cette semaine, c'est en lien avec le tournoi de Valorant, encore une fois, mais cette fois-ci, le tournoi de Léo Vinci. Donc, Léo Vinci a organisé son premier tournoi de Valorant cette semaine, qu'il a nommé The Vinci Rivals, et c'est l'équipe de Epic Joystick qui a remporté le tournoi. Il y avait 4 équipes dans ce tournoi-là. Ce que Léo a fait, c'est qu'il est allé chercher 4 créateurs et créatrices de contenu québécoises et leur a demandé de former des équipes pour son tournoi. Donc, il y avait l'équipe de Madame Zoom, Epic Joystick, Florea et Monsieur Tourte. Le tournoi était un tournoi de low elo, donc un maximum de Gold 3 en tant que rank à Valorant et en dessous, bien entendu. Malgré le fait que Léo avait le COVID durant son tournoi, il a fait un excellent job aux côtés de Virulent qui a co-casté le tournoi et Thwest qui a fait l'observing et qui a même casté vers la fin car Virulent devait passer. Donc, c'est plus de 6 heures de stream, 150 viewers et plus en moyenne, si je ne me trompe pas, avec plus de 1000 spectateurs uniques qui sont passés lors de ces 6 heures-là. Il a fait tirer des caisses de gourou, des souris MSI et vraiment, vraiment du bon Valorant, du bon entertainment. Très, très cool de voir justement les 150 viewers en moyenne sur une période de 6 heures, du moins selon moi. C'était même
en même temps ou très très rapproché du Belly Sport Challenge que je viens de mentionner, qui a plus de 13 000 $ en prix. Et je pense que Léo avait 3 fois le viewership, le Belly Sport Challenge avec une cinquantaine de viewers qui se faisaient juste en anglais. Léo a tout fait en français comme à l'habitude sur son stream. Donc il a dit même que vu que ça s'est bien passé, peut-être la prochaine édition sera en personne ou en LAN. Et moi, j'ai très, très hâte à la possibilité de faire ça. Il y a même eu un meet-up cette semaine, ou même hier ou aujourd'hui, à Québec. Un meet-up de Twitch Québec avec plus de 70 personnes qui se sont présentées en personne dans un parc. Donc, une série d'événements, ben, pas encore une série, mais un événement qui pourrait se développer vers une série d'événements similaires. Et on voit le succès que ça peut avoir, même sans que ça soit le niveau le plus élevé en termes de jeu ou en termes de in-game skill. On voit comment le entertainment value de ces tournois-là et du e-sport en général peut souvent dépasser le fait de juste comment on est bon dans un jeu, mais aussi comment ça crée une communauté, comment ça rassemble le monde. Le chat était super dynamique tout au long du tournoi, donc c'était malheureux que Léo n'avait pas la voix qu'il aurait voulu avoir ou l'énergie vers la fin qu'il aurait voulu avoir, mais selon moi, un événement super, super bien organisé et exécuté. Et c'est plus d'événements comme ça qu'il nous faut dans la scène pour justement la faire grandir, la faire rayonner. Et justement, en parlant de super beaux événements et tournois et juste en général la contribution à la scène e-sportive québécoise, le troisième sujet que je voulais justement couvrir, c'est Rocket League Québec. Donc, Rocket League Québec, on en parle souvent lors de ce podcast-là parce que je suis un gros fan de tout ce qu'ils font. Et cette semaine, ils annoncent la deuxième saison ou la deuxième édition de leur RLQC Cup. Donc, la première édition de la Coupe RLQC a eu lieu l'année passée avec 2 niveaux de compétition, donc amateur et élite. La deuxième édition comptera 20 équipes suite aux qualifications qui auront lieu le 20 et 21 août. C'est une inscription gratuite. La saison commence le 5 septembre. Donc, la division amateur aura entre 10 et 12 équipes qui joueront en 18 et 22 séries durant la saison régulière qui se tiendra sur 7 semaines. 6 des équipes de ces équipes-là vont passer ou auront la chance de passer à un tournoi de promotion qui se tiendra le 5 novembre, donc pour être promu à la division élite. La division élite, elle, comptera entre 8 et 10 équipes, je crois, avec les finales qui auront lieu le lendemain, donc le 6 novembre. Il y a plus de 2800 $ en argent et près de 4500 $ en valeur marchande, incluant des micros et headsets HyperX, pendant un total de 12 semaines. Donc, vraiment, vraiment impressionnant ce que la RLQC continue à faire. Ils sont bien entendu aussi à la deuxième saison de leur podcast et sans même mentionner leur Six-Man, leur Discord, même je pense des groupes Facebook qui ont pour la communauté Rocket League. Donc, des milliers de dollars dans cette saison-là, du super beau casting comme toujours, production très très élevée aussi. On avait parlé récemment justement qu'ils cherchaient des gens pour les aider avec la production justement et avec tout ce qui était gestion de Discord, etc. Donc si vous avez de l'intérêt, je vous le suggère fortement, même si juste vous voulez apprendre auprès de gens qui créent des événements de haute qualité et qui contribuent à une communauté vraiment, vraiment intéressante en termes de nombre de joueurs, de nombre d'équipes, de skill, de qualité de jeu. On a vu les 3 que je venais de nommer, Cobain, Snowf, Tokyo, ils sont tous connus dans cette communauté-là et viennent justement de se qualifier pour les finales du Belly Sports Challenge à Toronto. Donc, moi, comme je me répète tout le temps, mais j'espère qu'on va voir de plus en plus de projets comme ça, dans plus en plus de jeux et qu'éventuellement, toutes ces différentes communautés vont se réunir à un certain niveau et c'est vraiment là qu'on aurait quelque chose de super intéressant, selon moi,
en termes de communauté sportive québécoise. Et le dernier sujet, un peu moins... les 3 premiers étaient, selon moi, des points positifs. Donc, qualification d'une équipe québécoise à une finale canadienne, tournoi super bien exécuté de Léo Vinci et une deuxième saison de Coupe RLQC. Maintenant, la dernière nouvelle, malheureusement, plus négative, négative, moins le fun à entendre, selon moi anyway, c'est que Valeurs ferme leurs portes. Donc, l'organisation e-sportive québécoise, de laquelle on a souvent parlé sur ce podcast-là, nous annonce cette semaine que c'est la fin pour ses opérations. Donc, Gaudy, le fondateur de Valeurs, a écrit un petit tweet longer qui n'était pas très très long, mais quand même, il a fait l'effort pour le mettre et il voulait expliquer un peu la situation. Dans son tweet longer, il énumère quelques accomplissements de la structure, incluant le RLCS, donc Rocket League, Fall Split, le Rainbow Six CACL, donc la Ligue canadienne, le fait qu'ils se sont rendus au ESA Challenger League à CSGO, le résultat au dernier LAN ETS, 2 fois première place à Rocket League et CS, et une 3e place à Valorant, et une 3e place au Sigma LAN de CS à Toronto, ainsi que leur top 8 mondial dans Rogue Company. Donc, de beaux accomplissements sportifs, surtout en termes de scène québécoise. Et justement, il lance un petit défi dans son toute longueur et dit qu'il a hâte de voir c'est quoi la prochaine organisation québécoise à être capable d'accoter ce genre de performance. Il dit avoir atteint le point qu'il voulait atteindre avec Valeurs et qu'il en est très content. Il se qualifie comme la meilleure organisation compétitive au Québec et que c'était d'ailleurs son but principal. Donc, il dit partir la tête haute avec un gros background et des contacts sur toutes les scènes compétitives de Tier 2. Il sera donc à la recherche d'une nouvelle structure pour gérer le côté e-sports et il est ouvert à tout projet car il se dit vouloir rester dans la scène, disant qu'on va le revoir bientôt. On se rappellera qu'il y a quelques semaines, justement, Gaudy disait dans une vidéo qu'il avait créée chez Valeurs que le plus gros défi de sa structure était le roulement d'équipe et de joueurs. On se souviendra aussi que leur équipe de CSGO est morte encore une fois en plein milieu d'une saison. Je pense que c'est la 2e fois que ça leur arrive, pas mal avec le même roster. Après avoir eu une performance de laquelle il était très probablement déçu, la 2e journée du Sigma LAN, où il y avait 4 équipes qui étaient invitées au LAN à Toronto pour pouvoir peut-être se qualifier à des finales internationales à Malte, si je ne me trompe pas. Les gars avaient très très bien performé la première journée, battant toutes les 3 équipes. Les autres 3 équipes, la 2e journée, malheureusement, ils ont perdu en première ronde. Donc, malheureux pour eux. Ils ont fait le Challenger League, Valeurs. Il y a une coupe de saison à CS. Malheureusement, ça a fini très très tôt. Je pense la première semaine ou même le premier match avec du drama qu'on a couvert lors de ce podcast-là. Et l'équipe, encore une fois, est morte. Je tiens à noter aussi que 2 de leurs 3 équipes au LAN ETS, c'était que des équipes pour l'événement en question. Malheureusement, leur équipe de Valorant, c'était un PUG qui n'a pas duré plus longtemps que le LAN ETS. Puis Rocket League, si je ne me trompe pas, c'était la même chose. Puis Rogue Company, c'était une équipe qui avait pris récemment. Il avait recruté l'équipe une fois que l'équipe s'était déjà qualifiée pour le tournoi de top 8 à Rogue Company. Puis encore une fois, vraiment une performance un peu décevante, j'imagine, vu qu'ils ont perdu en première ronde dans ce tournoi-là. Bref, c'est sûr qu'il peut se qualifier comme organisation québécoise la plus compétitive, du moins récemment, parce que c'est vrai, on l'a même qualifié, même moi, je l'ai qualifié Valeurs de ce point de vue-là récemment sur le podcast. Il était super actif dans le dernier mois ou 2. Ils ont recruté 5, 6, peut-être même 7 équipes dans des jeux un peu partout. Pokémon, Rogue Company, CS, Valorant, Rocket League, Rainbow Six. Mais la question
demeure, puis là, c'est la question qu'on s'est souvent posée sur ce podcast-là, est-ce que c'est durable? Parce que oui, on peut prouver le fait qu'on peut être compétitif, puis je veux pas être méchant, mais c'est-tu vraiment si difficile que ça d'approcher une équipe qui est déjà dans le top 8 d'un jeu ou déjà dans un ESL Challenger League ou un ESEA Advanced et leur offrir le fait d'intégrer une organisation? Après, je pense que le vrai challenge, c'est vraiment de faire durer l'équipe, l'organisation et d'en soutirer quelque chose qui peut être durable monétairement et opérationnellement. Puis malheureusement pour moi, c'est cet aspect-là qui n'a pas été démontré. Fait que c'est, comme on dit en bon français, candle that burns twice as bright burns 2 times less long. Puis pour moi, ça a l'air d'être ça, cette histoire-là, surtout récemment. T'sais, on a vu des partenariats. Dans le fond, ça me semble abrupt. Là. Ils ont rentré Mycin, Shogun de Woodstorm récemment, il y a quelques mois, j'imagine, même pas. Ils ont rentré 5, 6, 7 équipes. Ils ont rentré Poco, Content Director, faisaient des photoshoots, des vidéos, ont fait un partenariat avec le Meltdown, NTNS, les 2 partenariats que j'ai pas vraiment vu grand-chose qui sont sortis de là. Puis là, tout à coup, on a perdu une coupe d'équipes, puis c'est mort, puis on se cherche d'autres projets. Je dis pas que c'est mauvais, dans le sens que ils en ont fait des choses, c'est vraiment cool. C'est malheureux de voir une organisation comme ça disparaître après avoir été dans la scène si longtemps. Puis toutes les milestones qu'il a nommés sont super légitimes. Fait que tu vois quelqu'un qui est capable d'atteindre tous ces buts-là. Puis là, malheureusement, du jour au lendemain, ça n'existe plus. Je sais pas si c'est un summer down comme qu'on voit un peu partout. C'est juste le fait que justement on n'a pas pu rendre cette affaire-là durable. Je sais pas si Valors a rentré de l'argent avec leurs opérations e-sportives, mais en regardant leur partenariat, j'ai de forts doutes que c'était le cas. Puis je sais pas si on dépensait de l'argent sur nos rosters, mais c'est sûr qu'il y a de l'argent qui a été dépensé à quelque part, j'ose croire, en termes de photoshoot, de vidéos, etc. Mais bon, encore une fois, c'est malheureux. Moi, ce que j'aimerais voir au-delà de milestones compétitifs, qu'on est capable d'aller chercher des équipes qui vont se rendre à un Tier 2, c'est le fait de rendre opérationnellement viable une organisation e-sportive québécoise. Puis ça n'a pas besoin d'être un gros splash, selon moi. On regarde Mirage, ils n'ont pas beaucoup d'équipes. Les équipes qui ne marchent pas, ils les laissent aller. Ils essaient d'être, je ne sais pas si profitable c'est le bon mot, mais ils essaient d'être financièrement justifiables dans leur décision. Puis je dis pas que c'est la meilleure façon de faire non plus, mais bref, c'est un exemple comme un autre. Chez Able, on essaie de faire des choses semblables, essayer de rentrer de l'argent puis en sortir pour être un peu kiff-kiff. Mais bon, c'est dommage. Moi, je pensais que Valors allait faire des vraiment belles choses. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais je pense que les 3-4 qui étaient derrière ça, Gaudi, je viens de mentionner Mycin, Shogun, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir du moins rester dans la scène ou revenir dans la scène peut-être après l'été. Pour continuer à faire des choses. Puis c'est vrai ce que Gaudi dit, il y a un beau background, des beaux contacts un peu partout, une belle expérience en termes d'opération, de compétitivité, de roster management. Donc même si ça n'a pas fonctionné entre guillemets à long terme, je pense que justement, il a raison quand il dit qu'il peut partir la tête haute parce que c'est très très cool ce qu'ils ont accompli. Même si c'est malheureux de les voir partir. Donc, c'était pas mal ça les 4 sujets. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont passés cette semaine, mais bon, je voulais garder ça un peu plus court qu'à l'habitude. Donc, 4 sujets que j'ai trouvé super intéressants. N'hésitez pas de m'envoyer vos messages si vous avez des commentaires, si vous êtes d'accord, si vous avez des insultes, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Sinon, si vous voulez être invité au prochain podcast, comme on dit toujours, on tend la main à n'importe qui veut y participer parce qu'on veut intégrer autant de communautés et autant de gens que possible pour jaser de notre scène.
Et c'est vraiment ça le but. C'est juste, parlons de notre scène, parlons de nos projets, bons ou mauvais, et essayons de la faire rayonner au-delà des personnes qui sont déjà dans la scène. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur YouTube, d'Able Esports, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Le plus de gens qui font ça, le plus de gens vont découvrir le podcast, vont découvrir notre scène et vont peut-être en parler ou vouloir s'intégrer d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est tout pour cette semaine. On sera de retour ce jeudi avec le prochain épisode du podcast. On espère vous y voir soit en live ou soit dans le recording par après. Merci messieurs, dames, et on se revoit hopefully très très bientôt.